L'histoire de la chute du mur jusqu'à la réunification est en fait l'histoire d'une réaction politique. Dans leur majorité, les Allemands de l'Est attendaient avec impatience la réunification. Évidemment, tout le monde savait que l'Allemagne réunifiée serait capitaliste. La mission que nous avons reçue le 18 mars était « Mettez fin à votre propre État ». Helmut Kohl a énormément contribué à l'unification nationale. Bien sûr que j'ai eu de la chance. Il ne me viendrait jamais à l'idée de dire que la réunification allemande est l'œuvre d'Helmut Kohl. Ça ne tiendrait pas debout. La chute du mur dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989 est totalement inattendue. Elle est due à un simple malentendu au sein du gouvernement de la RDA. Les membres du bureau politique en restent sans voix. Quant au peuple, il exulte. L'édifice est pris d'assaut par une foule déchaînée. Des deux côtés, des gens escaladent le mur sans qu'aucun garde-frontière n'ose intervenir. Pendant 28 ans, le mur a empêché les citoyens de RDA de s'enfuir et ainsi assurer la sécurité de l'état des ouvriers et des paysans. Il était le point central du rideau de fer, baissé entre les deux blocs politiques. Les autorités de Berlin-Ouest et de Moscou pourront-elles supporter de voir les frontières de la RDA, un État souverain, saccagé de cette manière par le peuple? Les forces de sécurité sont nerveuses. On ne leur a donné aucun ordre de conduite. Bien sûr, nous étions tous très excités par ce qui se passait. Et notre principale préoccupation était d'éviter une escalade de la violence pour que tout se déroule dans l'ordre et le calme. Et le plus important pour nous était de ne pas avoir recours aux armes. À l'époque du blocus de Berlin, un coup de feu à la frontière de Berlin-Ouest aurait suffi à remettre les choses en place. Pour nous, cette situation était inacceptable. Le lendemain matin, le 10 novembre, les premières brèches sont percées dans le mur. Les troupes frontalières de la RDA observent passivement. La partie supérieure du mur a déjà été retirée. À la demande de l'ambassade soviétique, la police de Berlin-Ouest, formée pour faire face aux manifestations, vient apporter son aide. On a tout de suite formé une chaîne de véhicules de police le long du mur. Ces véhicules sont sacrés pour les citoyens allemands. Ainsi, plus personne n'en a tenté le franchissement. Les citoyens de la RDA se pressent en masse à la frontière. Le premier jour, 600 000 personnes passent à Berlin-Ouest. Ils veulent juste voir à quoi ressemble l'autre moitié de la ville qu'ils ne connaissent que par la télévision. La plupart rentrent ensuite chez eux. Personne ne se doute que le gouvernement et la direction du parti envisagent déjà de refermer la frontière. Les forces du pacte de Varsovie ont rassemblé un grand nombre de troupes à Berlin et ses environs. Elles sont prêtes pour l'assaut. Il ne reste plus qu'à donner les ordres. Le matin du 10 novembre, les troupes d'élite de l'armée populaire nationale sont en alerte. 8500 soldats s'apprêtent à marcher vers le mur. Cependant, quelques heures plus tard, l'ordre d'intervention est annulé. À partir de là, le capitalisme prend le dessus. Les habitants de l'Est font leurs premières expériences à l'Ouest. Schön ist es. Das hat uns sehr gefallen jetzt, aber jetzt sind wir froh, wenn wir nach Hause fahren können. Sehr anstrengend. Im Prinzip sind wir geblendet, dass wir gar nicht wissen, was wir in unseren Korb packen sollen. Wir waren so froh, dass wir heute den Boden hier betreten konnten.
Wir können es halt beschreiben, wir sind so perplex. Also, wenn mir einer gesagt hat, vor 4 Wochen, ich sitze hier. Unbeschreiblich. Es ist wirklich unbeschreiblich. Das ist ein wunderschöner Tag. Le maire de Berlin-Ouest, M. Momper, appelle à une manifestation devant la mairie de Schöneberg. Ce sont surtout des sociodémocrates qui répondent à cet appel. Et Willy Brandt touche le point sensible. Meine Überzeugung war es immer, dass die betonierte Teilung und dass die Teilung durch Stacheldraht und Todesstreifen gegen den Strom der Geschichte standen. Le chancelier Kohl prend lui aussi la parole, mais ses sympathisants ne sont pas présents. Ils se sont rassemblés sur la place Wittenberg à 2 km de là. Die Bilder dieser Wochen und Tage zeigen uns unsere Pflicht. Und so will ich allen in der DDR zurufen, ihr steht nicht allein. Wir stehen an eurer Seite. Wir sind und bleiben eine Nation und wir gehören zusammen. Il ne se laisse pas impressionner par les protestations. Il y a plus important à faire. Un événement dramatique se déroulait au même moment. En effet, Mikhaïl Gorbatchev m'a appelé de Moscou. Ils étaient inquiets, car ils se demandaient si nous pourrions maintenir les choses sous contrôle à Berlin. Je lui ai assuré que c'était faux, que le peuple était calme et qu'il ne s'agissait pas d'une attaque contre les institutions soviétiques. Et je pense que ma réaction a été déterminante. La frontière de la souveraine RDA, qui est également à la limite occidentale de l'Empire soviétique, est démontée bloc par bloc. Sans aucune loi et sans accord international, les autorités du Kremlin restent impuissantes. À la Chambre du peuple et son pseudo-parlement mis en place par le régime, on peut soudain discuter en toute liberté. Même le chef de la Stasi, Erich Mielke, qui terrifiait tout le monde auparavant, adopte un ton populaire. Wir haben den Auftrag erstmal gehabt, als allerwichtigstes, alles aufzudecken, was gegen den Frieden sich richtete. Und wir haben hervorragende Informationen geliefert, die die Entwicklung jetzt zu sich so weit brachten, wie wir sie heute haben gelassen. Wir haben genossen, liebe Abgeordnete, einen außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen. In überall. Ich liebe doch alle Menschen. Na, ich liebe doch. Ich setze mich doch dafür ein. Au cours des premières semaines, un grand nombre de touristes passent la frontière. Ils sont attirés par les promesses qu'offre l'Ouest. Le nouveau gouvernement de la RDA s'engage à mettre en place des réformes de grande envergure. En revanche, la souveraineté du pays n'est plus entre leurs mains. Nicht durch Beteuerung, sondern durch eine neue Realität des Lebens in der DDR wird den ebenso unrealistischen wie gefährlichen Spekulationen über eine Wiedervereinigung die klare Absage erteilt. Le SED désire maintenir un État socialiste. Hans Modrov propose d'établir un contrat communautaire avec la RFA. Selon lui, si les aides économiques arrivent de l'Ouest en quantité suffisante, le peuple ne quittera pas le pays et tout reviendra dans l'ordre, malgré l'ouverture des frontières. Mais une question subsiste. Cela conviendra-t-il au peuple ? Nous sommes le peuple. C'était le cri de guerre des grandes manifestations du lundi précédant la chute du mur à Leipzig. Le slogan est maintenant devenu « Nous sommes un peuple ». On entend aussi de plus en plus souvent le message « Allemagne, patrie unie ». Le monde entier nous observait. Et certains ne nous voyaient pas d'un très bon œil. Ils se disaient « C'est reparti avec les Allemands ». Et ils ont déjà créé suffisamment de problèmes et commis assez d'actes honteux au cours de ce siècle. Dans sa campagne pour l'unité allemande, le chancelier Kohl cherche un appui chez ses alliés occidentaux. Mais le président Mitterrand n'est pas enthousiasmé par cette idée. Le concept d'une grande Allemagne a laissé un goût amer dans la bouche des Français. Et selon Mitterrand, une Allemagne unie et puissante n'est pas indispensable pour le futur de l'Europe. Au Royaume-Uni, la Dame de Fer est encore plus sceptique. Margaret Thatcher, qu'on ne peut pas qualifier d'amie d'Helmut Kohl, ne voit dans cette Allemagne réunifiée que des inconvénients pour la Grande-Bretagne.
Elle pense également qu'une fusion trop rapide risque de porter préjudice à la démocratie allemande. Indeed, the very speed of change could put the goal of democracy in jeopardy. Strong emotions have been aroused on all sides by recent events. The need now is to take a measured view of the way ahead. Les Américains n'ont pas connu les mêmes expériences négatives avec l'Allemagne. Le président Bush se prononce en faveur de la réunification. Il fait confiance aux Allemands. Je pensais qu'après des années de démocratie, l'Allemagne avait gagné la confiance du monde. On ne peut pas tenir les Allemands à jamais responsables des ravages du régime hitlérien. Je trouvais donc qu'ils avaient gagné leur place dans la famille des nations. L'Allemagne est une démocratie. Mais la grande question était maintenant, comment va réagir Moscou ? Le réformateur Gorbatchev approuve le projet de Hans Modrov, une RDA démocratique mais souveraine. Helmut Kohl décide de négocier. Sans en informer Gorbatchev ni ses alliés occidentaux, il rédige un programme de réunification en 10 points et le présente au Bundestag allemand le 28 novembre. Mit dieser umfassenden Politik wirken wir auf einen Zustand des Friedens in Europa hin, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangen kann. Die Wiedervereinigung, das heißt die Wiedergewinnung der staatlichen Einheit Deutschlands, bleibt das politische Ziel der Bundesregierung. C'est désormais clair pour tous. Le chancelier veut l'unité allemande à tout prix. L'opposition est furieuse que cette annonce ait été entourée d'un tel secret, mais elle approuve tout de même le programme du chancelier au Bundestag. Malte, le 2 décembre 1989. Bush et Gorbatchev se rencontrent sur un bateau de croisière. Leur discussion tourne principalement autour de la question allemande. Bush soutient la politique du chancelier allemand tout en restant prudent et diplomate. J'estimais que c'était mon devoir de négocier avec Gorbatchev. Je voulais lui faire comprendre que nous ne cherchions pas à l'agresser, ni à l'insulter. Que la liberté était un concept très fort et qu'il valait mieux laisser la situation évoluer progressivement. Gorbatchev s'oppose à la réunification. Cependant, Bush a l'impression que le dirigeant du Kremlin n'a pas encore pris de décision définitive et qu'il est possible de poursuivre les négociations. À Berlin, on continue à démonter le mur, morceau par morceau, et l'appel à la réunification se fait de plus en plus pressant. Une réunion de l'OTAN a lieu à Bruxelles peu de temps après la rencontre à Malte. George Bush se prononce en faveur de la réunification. Bush tente de convaincre les membres de l'OTAN qui doutent encore de se ranger à la politique d'Helmut Kohl et Hans-Dietrich Genscher. De plus, il refuse catégoriquement de transiger sur un point. L'Allemagne réunifiée doit rester membre de l'OTAN. Mais cela ne facilite pas les négociations avec le Kremlin. L'ambiance est particulièrement glaciale en décembre 1989, lorsque le ministre des Affaires étrangères allemand Genscher se rend à Moscou pour présenter le programme en 10 points, établi par Helmut Kohl. Gorbatchev est furieux que le chancelier ait préparé ce programme en catimini et qu'il tente maintenant de mettre les soviétiques devant le fait accompli. Notre conversation a bien évidemment été marquée par les contradictions de la position soviétique. J'avais l'impression que le gouvernement soviétique se rendait déjà compte que la réunification serait un fait inéluctable, mais qu'il voulait en être le moteur et non pas donner l'impression qu'il était entraîné dans cette histoire. Pendant 40 ans, la RDA a été le bastion occidental de l'Empire soviétique. Mais cette époque est révolue. Gorbatchev a promis de respecter le droit du peuple à l'autodétermination. Et ce que veulent les habitants de RDA est de plus en plus clair, la réunification.
Les associations de défense des droits civiques qui souhaitent réformer la RDA, mais pas la supprimer, forment une petite minorité. Elles désirent se mêler à la politique et pour la première fois depuis la chute du mur, elles ont l'occasion de mettre la démocratie en pratique. Elles se rassemblent toutes autour de la fameuse table ronde. C'était un événement fabuleux, comme une grande école de la démocratie pour les citoyens de la RDA. Tout à coup, dans ce pays non libre, ils voyaient des gens critiquer la politique en toute liberté, à la télévision ou à la radio. Ils les voyaient poser des questions très dures et très critiques aux autorités, aux représentants du SED. C'était donc un événement incroyable que je qualifierais ainsi. Le peuple avait retrouvé sa liberté d'expression. Mais il faut aussi voir l'autre côté des choses. Tandis qu'on apprenait la démocratie autour de la table ronde, on exerçait un réel pouvoir ailleurs. C'en est fini de la domination d'un parti unique. Le SED a abandonné ses prétentions à gouverner le pays de son plein gré, sans aucune résistance. Ich zitiere wörtlich, unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei gestrichen. Egon Krenz est remplacé par le réformateur Gregor Gysi à la tête du parti. Celui-ci se nomme désormais SED-PDS. Il tente de garder la tête hors de l'eau, mais son règne est révolu. Noir, rouge, or, nous ne faisons qu'un seul peuple. Quiconque désire exercer un pouvoir en RDA doit utiliser ce slogan. Cela ne pose aucun problème au chancelier allemand. En décembre, il rend visite à Hans Modrow, le chef du gouvernement de la RDA à Dresde. Cette visite a été un des moments les plus forts de toute ma vie. Je suis descendu de l'avion, je me suis retourné et j'ai dit à Rudi Setters, la situation me paraît claire. L'aéroport était noir de monde. Il y avait des milliers de gens, même sur les toits. Lorsqu'il voit cet océan de drapeaux noirs, rouges et or, sans le marteau et le compas, l'emblème de la RDA, le chancelier sait qu'il est sur la bonne voie. La majorité du peuple veut la réunification aussi vite que possible. Modrow voudrait une aide immédiate de 15 milliards de marks afin de réformer la RDA. En s'adressant à Kohl, il n'a pas frappé à la bonne porte. Pourquoi devrait-il maintenir la RDA en vie? La profonde dégradation de sa situation économique ne peut qu'accélérer le processus de réunification. « 100 000 Saxons se rassemblent le soir même à l'église Frauenkirche. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. « 1er janvier 1990, à Berlin. Des centaines de milliers de citoyens de l'Est et de l'Ouest célèbrent ensemble la nouvelle année. Ce qui était encore impensable quelques mois auparavant est maintenant à portée de main. Le 15 janvier, des manifestants envahissent le quartier général de la Stasi, source de haine et de terreur. La Stasi est mise au rencard. Le SED n'a plus besoin d'être protégé car il ne joue plus aucun rôle. La dictature est terminée. L'appareil d'État, autrefois si puissant, qui surveillait tout et tout le monde, s'est effondré comme un château de cartes.
Après la déconfiture du SED, le peuple appelle avec de plus en plus d'insistance à se débarrasser du concept de socialisme en entier, un concept qui est toujours respecté par les nombreux défenseurs des droits civiques. Le meilleur baromètre d'une population est le chauffeur de taxi. En décembre et début janvier, tous les chauffeurs avaient la radio allumée et écoutaient les retransmissions de tables rondes en direct. Et je me disais, j'en ai assez d'écouter ça. Tous leurs débats stériles sur la Constitution, il ferait mieux de s'occuper de la réunification aussi vite que possible. Ça résoudrait les problèmes. Les appels à la réunification se font de plus en plus pressants au sein de la population, ce qui renforce la position d'Helmut Kohl lors des négociations internationales. Le président américain George Bush soutient Kohl dans sa politique. Les États-Unis souhaitent que la réunification ait lieu aussi vite que possible, mais toujours à la même condition. L'Allemagne réunifiée doit rester membre de l'OTAN. Helmut Kohl ne remet pas non plus cela en question. Mais comment l'Occident peut-il convaincre Moscou ? En janvier 1990, Hans Modrov se rend à Moscou et fait comprendre à Gorbatchev qu'il est impossible pour la RDA de rester un État souverain, à moins d'avoir recours à la force. La pression au sein de la population est trop forte et la situation économique est catastrophique. Gorbatchev prend note et approuve la réunification des deux États allemands. En revanche, il n'est pas question pour lui que l'Allemagne réunifiée fasse partie de l'OTAN. Moscou m'a demandé d'expliquer qu'une Allemagne réunifiée devait être militairement neutre. Ce point a vraiment échauffé les esprits aux États-Unis. Ils ont compris que cette initiative m'avait été suggérée par l'Est. La réaction des États-Unis ne se fait pas attendre. Une semaine plus tard, James Baker, le ministre des Affaires étrangères américain, se rend à Moscou. Il explique à Gorbatchev que l'accord conclu avec Hans Modrov est inacceptable pour les États-Unis. Ils se mettent d'accord pour organiser une conférence où les 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ainsi que les 2 États allemands débattront de la question. Au Kremlin, on commence à réaliser que la réunification est inévitable. En effet, la RDA est sur le point de s'effondrer. La question est maintenant, sous quelles conditions Moscou peut-il donner son approbation ? Le 10 février, Gorbatchev reçoit Helmut Kohl à Moscou. Bush et Baker ont fait à ce dernier un rapport détaillé de leurs entretiens avec le dirigeant du Kremlin. Et Kohl leur a de nouveau assuré que sa position en ce qui concerne l'alliance militaire n'a pas changé. Ma position était assez sèche, mais très claire. Je n'ai jamais laissé planer de doute sur cette question. Certains, comme George Bush, m'ont cru, d'autres ne m'ont pas cru. En tant que chancelier de la République d'Allemagne fédérale, il n'était pas question pour moi que la réunification du pays passe par un retrait de l'OTAN et de l'Union européenne. C'était un prix que je refusais de payer. C'était très clair pour moi. Si nous devenions neutres, nous n'avions plus aucun avenir. Les différents protagonistes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur cette question. Et pourtant, la situation connaît un brusque revirement. Nous avons été très surpris, car ces négociations ont largement dépassé nos espérances. Je n'oublierai jamais cette phrase cruciale de Mikhaïl Gorbatchev au chancelier. Il lui a dit qu'il appartenait désormais à la RFA et à la RDA de décider si elle voulait ou non être réunifiée. À quel moment, à quelle vitesse et de quelle manière. C'est pourquoi, peu après, j'ai fait le commentaire suivant. Le chancelier est allé chercher la clé de la réunification à Moscou. Ich habe heute Abend an alle Deutschen eine einzige Botschaft zu übermitteln. Generalsekretär Gorbatschow und ich stimmen darin überein, dass es das alleinige Recht des deutschen Volkes ist, die Entscheidung zu treffen,
ob es in einem Staat zusammenleben will. Ainsi, le démontage du mur de Berlin peut se poursuivre. Ottawa, février 1990. Lors de la conférence de l'OTAN, à laquelle participent aussi des membres du pacte de Varsovie, les discussions se concentrent sur la procédure à suivre pour régler la question allemande. Hans-Dietrich Genscher arrive à imposer son plan. Seuls les 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et les 2 États allemands auront le droit de participer au débat sur la réunification. La solution à 2+4 présente 2 avantages. Tout d'abord, nous avons un traité de paix, bien qu'il ne porte pas ce nom-là. Il remplit toutes les conditions requises pour un traité de paix. Il détermine les frontières et les facteurs de sécurité, c'est-à-dire le contrôle de l'Allemagne, ainsi que la sécurité des États voisins. Ces conditions sont remplies. Deuxièmement, il présente le gros avantage de rassembler tous ceux qui ont voix au chapitre, c'est-à-dire les 4 vainqueurs de la guerre et les 2 États allemands. Ça ne pouvait pas fonctionner sans ces derniers. En effet, les 4 puissances devaient restituer à l'Allemagne réunifiée les droits qu'ils avaient acquis lors de la capitulation sans condition de l'Allemagne en 1945. Genscher était inquiet car il n'était pas sûr d'obtenir cela à temps. Si les conférences avaient duré trop longtemps, les débats auraient été ajournés. Et en cas d'ajournement, la fenêtre que l'histoire avait ouverte aurait très bien pu se refermer. Certains membres de l'OTAN, qui ont eux aussi lutté contre l'Allemagne hitlérienne, font grise mine. Cependant, Genscher parvient à imposer le concept de négociation à 2+4, en particulier grâce au soutien des États-Unis. En RDA, les premières élections libres et démocratiques sont fixées pour le 18 mars 1990. Lors de la campagne électorale, les 2 thèmes qui intéressent le plus le peuple sont la réunification et la monnaie allemande. À l'époque, en 1990, le peuple attendait quelqu'un qui leur promettrait que tout se passerait rapidement, sans chose trappe, et qu'ils se retrouveraient très vite à l'ouest. À ce moment, Helmut Kohl, comme on pouvait le voir sur les pancartes de l'époque, a joué le rôle du papa, prêt à prendre par la main les petits-enfants est-allemands, ceux qui voulaient bien y croire. Il faut bien garder à l'esprit que lorsque des promesses de vote sont fructueuses, c'est dû à 2 protagonistes, celui qui fait la promesse et celui qui y croit. Et la majorité des Allemands de l'Est voulaient croire que tout se passerait vite et sans anicroche. Genauso intelligent, genauso einsatzbereit wie die Menschen in der Bundesrepublik. Und ich bin sicher, wenn Sie mit einer harten D-Mark sich die Ware kaufen wollen, die Sie wollen, wenn Sie frei über Ihr Leben entscheiden können, wenn Sie Ihr persönliches Glück finden können, wie Sie dies wollen, dann wird auch dies Land der DDR, dann wird dies Thüringen und diese alte Stadt Erfurt, genau wie alle anderen Städte in der Bundesrepublik Deutschland, ein blühendes Gemeinwesen werden. Avec insouciance, Helmut Kohl promet des paysages en fleurs aux citoyens de RDA. Il a touché le point sensible des électeurs. Le Parti social-démocrate, SPD, est lui aussi en faveur de la réunification, mais doute que la transition politique et économique puisse s'effectuer aussi rapidement. Nichts wieder so, wie es wird. Das Reich kommt nicht wieder, die alte Ostgrenze kommt nicht wieder. Neu müssen wir zusammenkommen. Eine neue Vereinigung, nicht einfach eine Wiedervereinigung. Le nom des sociodémocrates est pour eux un fardeau lourd à porter. Quand je parlais aux gens, je voyais distinctement leurs oreilles et leurs visages se fermer dès que je prononçais le mot « social ». Ils n'attendaient même pas de savoir si j'allais dire « social-démocrate » ou peut-être « socialiste ». Ils ne voulaient pas entendre parler de quoi que ce soit ayant rapport avec ce mot.
Les élections sont menées par les grandes figures politiques de l'Ouest. Les partis frères de l'Union chrétienne-démocrate, la CDU, remportent un succès triomphal. Lothar de Maizière est élu ministre-président de la RDA. Ja-Stimmen 265. De Maizière a maintenant pour mission de faire de la RDA un paysage en fleurs. Je savais parfaitement que la tâche qui m'était confiée était ingrate. Nous étions en plein marasme économique. La politique intérieure était catastrophique. Nous avions une armée suréquipée, répartie sur tout le territoire. Les gens avaient des attentes immenses. Ils exigeaient pour ainsi dire un miracle. Selon les citoyens, il faut d'abord s'occuper du Deutsche Mark. Il doit y avoir parité entre les deux monnaies. Ils pensent que la prospérité occidentale s'installera ensuite d'elle-même. Ils ont encore les promesses de la campagne électorale à l'esprit. Nur ein Wechselkurs von 1:1 vermeidet die soziale Katastrophe, verhindert die wirtschaftliche Not. Le taux de change que nous avons choisi était une option politique. Nous n'avions pas le choix. Grâce à ce taux de change, nous voulions éviter l'exode de la population. Les gens quittaient le pays en masse, 4000 personnes par jour. Et c'étaient les jeunes, les plus diplômés, les plus dynamiques qui quittaient l'Allemagne de l'Est. Nous avions besoin d'eux pour reconstruire le pays. Nous voulions également dissiper la peur qu'avaient les gens de voir tous leurs efforts partir en fumée. Mais la vérité a toujours au moins deux facettes. D'un côté, il y avait la vérité politique. Nous voulons faire partie de l'Allemagne de l'Ouest et du système de liberté politique, et cela aussi vite que possible. L'autre vérité consistait à dire qu'il faudrait protéger l'économie est-allemande en la maintenant dans un territoire délimité. Mais la majorité des gens voulaient une rapide mise en place du mark et une rapide réunification, et cela impliquait une crise économique en Allemagne de l'Est. Avant même l'introduction du Deutschmark, la production tombe au point mort. Les consommateurs du bloc de l'Est ne peuvent pas régler leurs achats avec de l'argent ou des devises occidentales. Ils sont ruinés. En RDA, les marchandises s'entassent dans les entrepôts. Tout le monde attend le Deutschmark. Et quand le mark arrive enfin, la RDA tout entière n'achète que des produits en provenance de l'Ouest. Ich habe selber erlebt an der Leipziger Straße, da lag das DDR-Brot rum, das wurde alt und die haben lieber das tolle Westbrot gekauft. Ich meine, das haut da nie hin. Le 1er juillet, le grand moment arrive enfin. L'ère du Deutschmark commence. À quelques exceptions près, le taux de change est de 2 pour 1. L'Allemagne de l'Ouest a refusé la parité. Cependant, beaucoup espèrent que la situation économique va rapidement s'améliorer. Ja, was ich davon erwarte, ein neues Auto auf jeden Fall. Sonst im Prinzip, dass diese Sauwirtschaft aufhört. Diese Drommelschluder und weiß ich was alles, dass die Leute endlich vernünftig arbeiten. Rares sont ceux qui devinent ce que signifie réellement une introduction rapide du Deutschmark pour l'économie de la RDA. Tout le monde est trop occupé à faire la fête. Das ist der Startschuss für die Währungsunion. Cette ambiance ne se maintient pas très longtemps. Mais les rayons des magasins se remplissent du jour au lendemain des produits occidentaux si convoités. Endlich fühlt man sich als gleichberechtigter Mensch zu der anderen Hälfte vom deutschen Land. Quatre semaines auparavant, George Bush et Mikhail Gorbatchev se sont rencontrés à Washington. Ils ont discuté de la manière dont les États-Unis pouvaient soutenir le processus de réforme soviétique. La question allemande était un des thèmes principaux de leur entretien. À cette occasion, Bush a eu l'impression que Gorbatchev était prêt à donner son accord pour que l'Allemagne réunifiée reste un membre de l'OTAN. Le 14 juillet, le chancelier allemand est reçu au Kremlin. Bush lui a fait un rapport détaillé de son entretien avec Gorbatchev. Helmut Kohl est bien décidé à tenter le tout pour le tout. Et il réussit.
À grand renfort médiatique, les négociations se déroulent dans le Caucase, la région natale du dirigeant du Kremlin. Lors d'une promenade, Raïssa, la femme de Gorbatchev, s'adresse au ministre des Affaires étrangères, Hans-Dietrich Genscher. Alors que nous marchions vers une rivière, elle m'a pris un peu à part. Elle m'a dit qu'elle savait parfaitement que la décision qu'allait prendre son mari était déterminante et qu'il courait de grands risques pour cela. C'est pourquoi elle voulait être absolument sûre que l'Allemagne respecterait ses engagements. Je lui ai répondu que nous étions tout à fait conscients de la portée de cette décision et lui ai assuré que l'Allemagne était un partenaire digne de confiance. Nous voulions un partenaire qui coopérerait avec nous. Nous voulions annoncer cela aux citoyens allemands et soviétiques. Les deux pays avaient une longue histoire derrière eux, depuis la guerre à laquelle les avait menés le fascisme. Tant de pertes de notre côté, tant de destruction en Allemagne. Il fallait que nous prenions nos distances par rapport à ce passé. La décision de Gorbatchev passe plutôt bien auprès des citoyens soviétiques. Il faut dire que son ami Helmut Kohl s'est montré généreux. Le gouvernement allemand offre une aide de 100 milliards de marks à l'URSS, alors en pleine crise économique. De son côté, Gorbatchev accepte que l'Allemagne conserve son entière souveraineté et décide seule et en toute liberté de son appartenance à l'alliance militaire. Cela signifie que Gorbatchev abandonne le partenaire occidental le plus important de l'Empire. Il permet à ce pays de s'associer au bloc de l'OTAN, l'ennemi d'autrefois. Cela ne renforce pas la position de Gorbatchev à Moscou. Mais Helmut Kohl a réalisé son rêve. Comme il le dit lui-même, la réunification allemande n'est pas son œuvre personnelle, mais il est persuadé d'avoir fait ce qu'il fallait au bon moment. Pas besoin d'être Bismarck pour se rendre compte que cette phrase est vraie. Quand le manteau de Dieu traverse l'histoire, il faut le saisir et s'y accrocher. C'est exactement ce que j'ai fait. Au bout du compte, je dois dire que j'ai admiré Helmut Kohl. Mais j'ai aussi été surpris que Gorbatchev ait été aussi facile à convaincre. Mais bon, pourquoi pas? C'était très bien. Un jour, Kohl a dit, le plus important, c'est ce qui vient après. Et dans ce cas-là, ce qui est venu après était fabuleux, n'est-ce pas? C'est le résultat qui compte. Des pans du mur sont emmenés dans un dépôt de gravats quand ils ne sont pas vendus comme souvenirs. Les règles d'intégration de la RDA socialiste à la République fédérale sont fixées dans un document nommé Traité d'unification. Lors des premières négociations, j'ai déclaré que j'aimerais que ce traité porte un autre nom. Il fallait un nom qui illustre un acte symbolique. Nous n'étions pas des vendeurs en train de marchander quelques oranges et une livre de beurre. Nous mettions fin à une anomalie de l'histoire, la scission de notre patrie. Mais les requêtes du ministre-président de la RDA restent lettres mortes. Le traité d'unification, qui fait 1000 pages, porte essentiellement la marque de l'Ouest, et l'Est ne peut rien y faire. Viens avec nous, RDA, nous allons en Allemagne, c'est-à-dire en Allemagne de l'Ouest. Le premier et dernier parlement démocratique de la RDA fait ce pourquoi il a été élu. La Chambre du peuple se dissout. Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990. Das Parlament hat soeben nicht mehr und nicht weniger als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik zum 3. Oktober 1990 beschlossen. Mit dem 2. Oktober
24 Uhr hört nach dem Willen unseres Volkes die Deutsche Demokratische Republik auf zu bestehen. Hiermit entlasse ich Sie als Angehörige oder Zivilbeschäftigte der Nationalen Volksarmee aus Ihren Verpflichtungen. Fahne senken. Fahnenkommando, Truppenfahne verpacken. La RDA fait ses valises. Le drapeau noir, rouge et or, orné d'un marteau et d'un compas, disparaît dans son fourreau noir. L'État des ouvriers et des paysans quitte le territoire allemand de façon bien peu glorieuse. « 3 octobre 1990, minuit. Les deux Allemagnes sont réunifiées. À partir de maintenant, tous les Allemands de l'Est peuvent penser et dire ce qu'ils veulent sans crainte aucune. Leurs droits fondamentaux sont garantis. » À ce moment, beaucoup d'idées m'ont traversé l'esprit. Pas une quelconque fierté nationale, mais une profonde joie et un sentiment de reconnaissance qui n'est pas souvent exprimé. Je me suis souvenu de l'année 1945, quand j'étais soldat. J'ai été emprisonné, puis gravement blessé, puis à nouveau emprisonné. Si quelqu'un m'avait dit que tout cela se déroulerait sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée, avec l'accord de nos voisins à qui nous avons fait beaucoup de mal, je l'aurais sans doute pris pour un fou. Le premier État des travailleurs et des ouvriers a disparu du sol allemand. Il a sombré en même temps que la RDA. Le lendemain matin, des dizaines de milliers de personnes font l'aller-retour entre la porte de Brandebourg et Alexanderplatz. Pas de slogan nationaliste, pas de paroles agressives. Et pourtant, 10 ans plus tard, les Allemands n'ont pas encore surmonté mentalement cette séparation. Ils ont été marqués de façon trop différente dans leurs États respectifs. De plus, la répartition des richesses est encore trop inégalitaire.